Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de l'info. Nous allons parler d'actualité comme tous les samedis et dimanches soirs sur KTV. Aujourd'hui, nous sommes en intérieur. Nous n'avons pas pu tourner l'émission en extérieur. Les conditions climatiques ne nous le permettent pas. Il pleut. C'est la saison des pluies qui commence. Je vous propose donc d'aller retrouver mon invité tout de suite après ça. Je viens de retrouver mon invité, il s'agit de Jack Pass, le créateur de la course de pneus, cet événement que l'on connaît tous à Mayotte. Jack, bonjour. Bonjour Mina. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous connaissez le concept de l'émission, nous sommes en extérieur, là vous le voyez, nous sommes dans des bâtiments. Dites-nous pourquoi nous sommes sur ce lieu. Je crois que les circonstances atmosphériques ont voulu qu'une émission d'extérieur se tourne à l'intérieur aujourd'hui. Il tombe des cordes dehors et je n'ai essuyé déjà une première averse. On est beaucoup mieux à l'intérieur. En fait, nous sommes à l'intérieur du comité du tourisme à Mamoudzou. Donc Jack, vous le savez, nous allons parler d'actualité pendant les minutes qui viennent, 50 minutes. On va revenir sur ce qui s'est passé à Mayotte cette semaine. On va commencer justement par ce sujet, les décasés de Kaweni. Vous connaissez, une centaine de personnes sont concernées par cette situation depuis 5 ans. Ils sont à la recherche d'un terrain pour construire des logements d'habitation, ce qui n'est pas chose facile pour eux. Ce reportage d'Abi Sedadinani et d'Abbas Alidi. Lorsqu'il a fallu construire le collège K2 à Kaweni, plus de 100 personnes ont été priées de quitter les lieux avec la garantie d'être relogées très rapidement. Depuis, un terrain devait leur être proposé. Problème, le fameux terrain est occupé de manière illégale depuis quelque temps. La situation ne change pas et les familles oscillent entre désespoir et colère. Le conseil général a engagé une opération d'expulsion à l'amiable sans effet. Wasirkaban bar nunua alafu serikali ija irongo amba wasaha watie koleji vaode bali ajavenu hamba waskaraka nunua bele kamwanjara na wantu wakarliza warlaba vavo rijarambilo amba rilawe nerto tashwa place vavo wasikarakara haraya berdisa su alamba ban wasira hila place ertoboloye de habir karambilo amba ertoboloye ujoho. Aujourd'hui, les familles sont relogées selon leurs moyens. Amis, familles, proches. La solidarité leur a permis de garder la tête hors de l'eau. Mais pour combien de temps ? Un courrier a été envoyé au procureur de la République afin que la justice et les forces de l'ordre interviennent. Car pour le moment, le site est inexploitable. Cela empêche, selon le Conseil général, de réaliser l'aménagement préalable au relogement des familles. Jack, des familles en détresse qui n'en peuvent plus de cette situation, qu'est-ce que vous en pensez ? On se trouve à nouveau face au problème du foncier à Mayotte. C'est réellement inextricable avec des problèmes de titre de propriété, d'occupation illégale. Et j'avoue que l'administration a un problème extrêmement épineux. Ces pauvres gens se retrouvent sans bien, sans terre. Et c'est un cas très 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 crucial qu'on retrouve malheureusement très fréquemment à Mayotte. Vous qui êtes là depuis des années, Jacques, comment vous avez vu la situation évoluer ? Est-ce que c'est plus on avance, plus les problèmes se renforcent, ou alors c'est déjà quelque chose qui était là depuis avant ? Le problème existe depuis fort longtemps, évidemment, mais Mayotte étant ce qu'elle est, c'est une petite île, comme chacun sait. La population augmente et les problèmes vont se retrouver de plus en plus cruciaux.
Donc l'administration doit, je ne voudrais pas être à leur place, ce sont des problèmes de légalité, des problèmes juridiques et des problèmes vraiment psychologiques, sociaux qui sont très très difficiles à affronter. Et on le voit, ces familles peuvent compter sur la solidarité de leurs proches, mais on le voit, elle a quand même des limites, cette solidarité. Heureusement que cette solidarité existe sous nos latitudes. Heureusement qu'il n'y a pas d'hiver rigoureux. En métropole, on retrouve des problèmes peut-être identiques, moins compliqués. Mais avec le climat qu'on trouve en métropole, ici, les gens sont relativement à l'abri. Et que surtout, il existe encore une solidarité qui n'existe malheureusement plus beaucoup chez nous en métropole. Donc aujourd'hui, l'administration semble impuissante, on va dire, parce qu'on ne trouve pas de solution, en tout cas pas maintenant. Et si éventuellement ces personnes ne trouvent pas de solution, qu'est-ce que vous imaginez, vous, par la suite? Qu'est-ce que ça peut amener comme situation selon vous? Bon, d'une part, je pense que l'administration va trouver une solution. On l'espère. Je le souhaite évidemment. Et d'autre part, je ne peux pas me substituer à ces gens-là pour proposer quoi que ce soit. Mais vous, en tant que personne vivant à Mayotte, vous voyez les choses comment? Je trouve ça déplorable, évidemment. On ne peut que déplorer une chose pareille. Maintenant, l'administration a son lot de règles, de réglementations. Et il va falloir peut-être prendre des décisions douloureuses, mais il faut trouver une solution, absolument. De toute façon, des problèmes de ce genre-là vont se reproduire de plus en plus du fait de l'augmentation de la population. On continue, Jacques, avec un autre sujet qui a marqué cette semaine, celui des maisons qui ont été construites de manière illégale, encore une fois, cette fois-ci. C'est sur le terre-plein de Mtsapéré, donc des maisons, des constructions de fortune qui ont commencé à pulluler justement sur ce terre-plein. Et là encore, l'administration semble impuissante. Ce reportage de Shakila Issouf et de Abbas Alidi. Des enclos de fortune, des containers, des palissades en tôle. Voilà à quoi ressemble le terre-plein de Mtsapéré aujourd'hui. Il est devenu un nouveau repère pour les implantations illégales. Une situation inquiétante pour l'un des conseillers municipaux de la mairie de Mamoudzou. Ça se fait aux yeux de l'État, parce que c'est là où l'ADL, qui sont chargés aussi du logement dans ce territoire, ça se fait surtout dans un espace où les véhicules passent. C'est extrêmement dangereux, nous le voyons au quotidien, des enfants qui traversent. Maintenant, vous me dites qu'il y a des bœufs qui sont en train d'être élevés, il y a des clôtures qui sont en train de se faire. Je pense qu'on ne peut pas laisser ces genres de choses se faire sous les yeux de l'État, de la commune. Mais au-delà des dangers liés à la circulation sur la rocade, le conseiller dénonce aussi les risques sanitaires. Là, il y a en plus de ces bangas-là, c'est toute la santé qui est en jeu, parce qu'on sait que c'est des poubelles qui vont se proliférer, c'est des déchets qui vont s'entasser, donc c'est pas normal qu'on continue à laisser faire ces genres de choses. Donc moi j'invite les autorités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la situation se rétablisse au plus vite. Le terrain appartient à la mairie de Mamoudzou et à l'État. Ils sont donc tous les deux responsables de ce qui s'y passe. Mais à ce jour, rien n'a été fait pour réhabiliter les lieux et empêcher que la situation ne dégénère. Des images étonnantes, Jacques, des maisons de fortune construites au bord même de la rocade à Mtsapéré. Oui, tout à fait étonnante, effectivement. Mais je crois qu'il faut que les gens prennent conscience, les Mahorais, et puis tout le monde, tous les gens qui vivent à Mayotte, que Mayotte, c'est la France maintenant, et qu'il y a un certain nombre de règlements élémentaires à appliquer. Et je pense que les agents municipaux en sont très conscients. Et maintenant, s'il faut que ça se fasse dans la douleur, il faudra que ça se fasse quand même. Hein. Je pense qu'effectivement, face à ce genre de situation, il faut réagir. Hein. Et effectivement, on le dit dans le reportage, tout le monde le voit, tout le monde le sait, mais personne ne réagit. C'est normal. Est-ce que c'est normal ou pas normal? Je pense que c'est les gens il y a des employés municipaux qui sont habilités à faire appliquer le règlement. Personne d'autre peut se substituer à eux. Donc ces gens-là sont là pour faire accomplir leur tâche. Et encore une fois, on voit ce problème de foncier qui se présente. Donc on cherche un petit bout de terrain pour construire, pour pouvoir loger ses proches, se loger soi-même.
Donc là, est-ce que c'est pas encore une image de cette île effectivement, qui est en on train rejoint le d'évoluer problème précédent. Il y a trop de monde à Mayotte, comment faire il faut, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut bien prendre conscience de cela maintenant. On ne peut pas faire n'importe quoi. Installer ses tôles au bord de la route ou ailleurs où on n'a pas le droit de s'installer. Et voilà, maintenant il faut que les règlements s'appliquent. Et est-ce que selon vous, ça relance pas le débat sur toute cette partie logement social pour pouvoir justement permettre à ces populations d'accéder à un logement sans avoir à se mettre dans des situations comme celle-là, dangereuses et sanitairement compliquées? Oui, certainement. Le logement social peut être une voie envisagée. Maintenant, c'est à l'administration à appliquer les règles et à faire en sorte que le plus de gens soient à l'abri. Surtout qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, on est devenu département et on ne peut pas tout faire et surtout ne pas faire n'importe quoi. On continue, Jacques, avec cet autre sujet, toujours on va parler d'aménagement à Mamoudzou. Vous l'avez peut-être remarqué, dans les rues de Mamoudzou, surtout du côté de Kaweni, ça construit, en tout cas les trottoirs. On va regarder ces images de Jacques Ilaïsouf pour en comprendre davantage. Coups de pelle et de tractopelle, les agents de la Colas Mayotte s'activent aux abords des routes et réalisent des trottoirs pour les piétons. Les rues sont en cours de réparation. Un balai incessant de camions-bennes des quatre coins de l'île défile de façon assez remarquable, ce qui ne laisse pas la population indifférente. Ils disent tous en fait qu'il n'y a pas d'argent et que tout d'un coup on se retrouve en fait à des... On casse tout, on répare tout ça. Donc effectivement on se demande d'où vient l'argent maintenant. Puisque là, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps en fait qu'ils se battent parce qu'apparemment il n'y a pas d'argent. Et là, tout d'un coup, il faut des travaux. Ben, c'est tant mieux parce qu'il y a vraiment besoin de réparer plein de routes et tout, mais celle-ci, elle n'est pas réparée, c'est juste la route du collège. Donc c'est les travaux de la route du collège, c'est tout. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de travaux, beaucoup de nettoyage aussi, et c'est une bonne chose pour Mayotte. Élections cantonales, travaux en retard ou bien déblocage de fonds de l'État, les avis divergent mais se rejoignent tous pour dire que ces travaux sont les bienvenus et cela facilitera beaucoup la vie des Mahorais. La question de l'emploi des jeunes a été évoquée. Avec tant de travaux, il serait plus facile pour eux de trouver du travail. Ils n'embauchent pas. Pourquoi ils n'embauchent pas? Ces travaux, c'est du retard. Regarde un travaux qui est fait une semaine, ça dure 1 mois, 2 mois. Ils n'embauchent pas. Il y a plein de jeunes ici qui souffrent. Même moi, je cherche du travail aussi. J'ai du savoir-faire aussi. Aujourd'hui, regarde, la délinquance. Il y a partout la délinquance. À Mayotte, s'ils disent que les jeunes ils volent. Ils volent pourquoi? Ils ne veulent pas les encadrer. Ils vont voler, ils sont obligés de voler pour avoir à manger. Des retards, certes, l'accumulation de projets non réalisés qui traînent sur les bureaux des administrations de la collectivité n'est pas un secret. Faudrait-il encore que les travaux des infrastructures de base soient commencés, comme déboucher les caniveaux afin de permettre aux eaux de pluie de s'évacuer ou encore raccorder les réseaux d'assainissement des eaux usées. Et ça, c'est une autre histoire. Les travaux entrepris nuit et jour actuellement sur nos routes rassurent l'ensemble de la population tout en suscitant bon nombre d'interrogations. Des travaux, Jack, qui suscitent des réactions mitigées. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? La vôtre de réaction? Moi, je dirais pratiquement enfin, on va avoir une ville qui ressemble à une ville avec des aménagements qui sont nécessaires quand même. Donc mettre à l'abri une certaine partie de la population, les piétons, endiguer un petit peu la circulation, je pense que c'est très très bien. On ne peut que se féliciter, même si ça apporte son lot d'inconvénients, les perturbations de la circulation. On remarque après, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Si on dit qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de trottoir. On remarque qu'il y a un effort qui est fait avec les travaux qui se passent la nuit quand même. Non, je pense que c'est une bonne chose. Et il y a encore beaucoup à faire, forcément. On parle des caniveaux, il y a encore énormément à faire. Et vous, Jack, qui êtes encore une fois Mayotte, je reviens parce que vous avez vu Mayotte évoluer en fait. Et quel regard vous portez sur ce genre de travaux? Vous vous dites, c'est comme vous avez dit, enfin. Mais est-ce qu'à long terme, vous avez l'impression que ce n'est pas des choses qui vont changer Mayotte?
Forcément, je pense que les choses vont forcément changer. Lorsqu'on aura une ville qui ressemble à une ville, on aura beaucoup moins de boue partout, des déchets qui traînent un peu partout. Les choses vont avoir tendance à se normaliser et changer dans le bon sens, évidemment, je pense. Vous n'avez pas peur que l'île devienne un peu trop bétonnée ? Bétonné, je pense que les urbanistes vont veiller à préserver des espaces verts, mais dans un premier temps, je crois qu'il faut veiller à la salubrité, à l'hygiène publique. Donc il faut endiguer les caniveaux, il faut la sécurité des piétons, etc. Ce sont des choses très importantes à mon avis. Surtout que l'on voit que ce tronçon de route est quand même assez fréquenté, beaucoup de circulation, beaucoup d'écoles en fait aux abords et justement des enfants qui... souvent traversent et circulent autour de ces axes sans forcément avoir des adultes à leur côté. Donc là, c'est plutôt une bonne chose. Effectivement, on peut qu'être d'accord sur ce genre d'évolution. On continue, Jack, avec cette autre avancée pour Mayotte, avec ce distributeur automatique de carburant mis en place à disposition par Total. Justement, les automobilistes peuvent désormais remplir leur véhicule, en fait, faire le plein pour à partir de 21h et ce toute la nuit. Donc je vous laisse regarder les précisions de Camille Leca et d'Abbas Alidi. Fini les galères de carburant la nuit pour une bonne partie des habitants de l'île. À partir de ce soir, il sera possible de faire un plein passé 21h, ici, au Total de Majicavo. Les automobilistes qui attendaient ça depuis longtemps sont ravis. C'est une bonne chose pour Mayotte qui est en voie de développement. Donc, parce qu'auparavant, dès que la station Total est fermée, on n'a plus le moyen de se ravitailler en carburant. Donc aujourd'hui, avec les pompes automatiques, c'est une très bonne chose. Ça va nous permettre à nous, les utilisateurs, de pouvoir recharger à des heures tardives, comme le soir, donc de ne pas être pénalisés dans nos déplacements. Simple et fonctionnel, voilà à quoi ressemble le tout premier distributeur automatique de carburant de Mayotte. La responsable de la station nous a expliqué comment ça marche. La nouvelle machine, en fait, ça fonctionne uniquement par carte bancaire. Donc le client introduit la carte bancaire là et la machine va lui demander de mettre le code. Donc tout est écrit sur l'écran qui est là. Le client va mettre le code. Après, la machine va demander quel carburant le client va choisir. Il n'a qu'à appuyer seulement sur l'écran pour choisir gasoil ou essence. Mais si la nouvelle est bonne pour les automobilistes mahorais, certains s'inquiètent de l'insécurité qui pourrait régner aux abords de la station la nuit. Pas de panique selon Total Mayotte qui assure avoir pris les mesures nécessaires. Nous y avons réfléchi en partie en mettant en place à disposition des caméras de vidéosurveillance. Donc il y a une société qui est reliée directement à ces caméras et qui ensuite va travailler avec la police en cas de danger. Mais nous avons aussi pensé à la sécurité en cas d'incendie. Nous avons mis une borne d'extincteur automatique qui est déclenchée automatiquement par les vapeurs si elles remontent. Donc on a pensé à la sécurité des utilisateurs et des usagers de la route. Seul le temps nous dira si ces mesures sont efficaces. Pour l'heure, la direction de Total Mayotte s'est engagée à installer des distributeurs automatiques dans toutes les stations, en veillant bien sûr à préserver l'emploi des pompistes. Un nouvel équipement qui va faire des heureux, Jack. Oui, je pense que ça fera des heureux, parce que c'est encore une avancée, un progrès qui permettra de désengorger un petit peu les longues files qu'on a connues à Total. On peut que se féliciter de cette nouveauté. Donc en fait, qui dit nouveauté dit aussi souvent des inquiétudes, des questionnements. Donc on l'a vu, la sécurité en fait revient. Les gens se demandent s'ils vont pas se sentir, s'ils vont pas se faire agresser, parce que comme ils sont à disposition à partir de 21h, est-ce que vous avez ce sentiment-là que c'est une crainte à avoir ? Moi, je pense pas qu'il faille avoir être obnubilé par des agressions. On peut se faire agresser à une station-service comme dans la rue, comme n'importe où ailleurs. Il ne faut pas en faire non plus une psychose. Je pense que c'est une avancée, il faut la prendre comme elle est et ne pas trop se poser de questions à ce sujet-là, au sujet de l'inquiétude à avoir. Vous avez sûrement eu à faire la queue, des heures de file d'attente pour avoir de l'essence. Est-ce que c'est le genre de choses qui vous réjouissent ? Est-ce que vous allez utiliser cet appareil ?
Oui, je pense que si je vois une queue trop importante durant la journée, je me dirais je viendrai ce soir à 10h, à minuit pour faire mon plein et ça m'évitera j'ai horreur d'attendre d'une façon générale. Donc je pense que j'utiliserai ce genre d'installation. En même temps, on le voit, pour ceux qui voyagent, qui ont l'habitude d'aller à l'extérieur, c'est le genre de choses qui sont normales, des équipements qu'on retrouve un peu partout dans les stations essence. Donc ça ne devrait pas poser problème pour ceux qui ont l'habitude. Je pense que ça ne posera aucun problème. Mayotte va rentrer dans le rang également et les Mahorais feront leur plein avec leurs cartes, comme ça se pratique partout ailleurs. C'est une pratique qui va rentrer dans les mœurs, à mon avis. D'accord. Je vous propose, Jack, de parler de cette conférence de presse qui a été donnée justement à l'initiative du préfet, M. Seymour Morsi. Donc justement pour rassurer la population concernant la menace Ebola. Je vous propose de regarder ce reportage de Camille Leca. Être atteint d'une fièvre supérieure ou égale à 38 degrés et avoir voyagé au Sierra Leone, en Guinée ou au Libéria depuis moins de 21 jours, voilà les 2 facteurs de risque du virus Ebola. Le CHM et l'ensemble de son personnel les connaissent bien. En cas de suspicion sur une personne, ils sont fin prêts à réagir. Si une personne répond à tous ces critères, à ce moment-là, elle est prise en charge par les équipes spécialisées du CHM dans une pièce adaptée qui permet de se mettre en contact avec les autorités nationales qui, à l'aide d'un questionnaire, permettent de confirmer ou d'infirmer la suspicion de cas d'Ebola. Si la suspicion est confirmée, le relais de prise en charge est organisé en lien avec la Réunion et la métropole. Depuis plusieurs mois, les autorités sanitaires françaises ont pris des mesures de prévention pour lutter contre la propagation du virus, comme la prise de la température des voyageurs à l'arrivée de vols directs venant des pays à risque et la mise en place d'affiches d'information dans tous les ports et aéroports. Et cela semble efficace puisqu'à ce jour, aucun cas n'a été détecté sur le territoire français. Mais ici à Mayotte, la population s'inquiète et c'est notamment à cause des risques liés à l'immigration clandestine, des risques sur lesquels le préfet se veut plutôt rassurant. Quand vous regardez une carte entre l'Afrique de l'Ouest jusqu'à la côte est de l'Afrique, 5000 km, une dizaine de pays à devoir traverser, que ces personnes-là n'ont pas d'avion, que l'incubation qui va, je vous ai dit, de 8 jusqu'à 21 jours, le temps de traverser d'un endroit à un autre, nécessairement dépasse les 21 jours. Ensuite, une fois qu'on est sur la côte, il faudrait aller à Madagascar, de Madagascar jusqu'à Anjouan, d'Anjouan en Kwassa. Matériellement, il n'y a pas de raison. La vigilance reste de mise face à ce virus qui a fait 4950 morts selon l'OMS. Une conférence de presse pour rassurer les Mahorais. Est-ce que ça vous rassure, Jack ? Non, je pense effectivement que M. le Préfet a raison de dire que Mayotte a très peu de chances, effectivement, infiniment peu de chances de se trouver confronté au problème Ebola. Et là, on parle des personnes qui arriveraient en avion, mais est-ce que vous avez pensé à la voie des mers ? Oui, effectivement. Une personne peut arriver en avion d'Afrique de l'Ouest à tout moment. C'est possible, mais ça représente vraiment une chance, entre guillemets, infiniment petite, à mon avis, qui ne devrait pas susciter d'angoisse particulière à Mayotte. Donc pour vous, ce virus, en fait, ne doit pas nous affoler. Les Mahorais doivent continuer à vivre comme si de rien n'était, ou alors quand même des mesures de précaution à prendre. Il y a certaines mesures de précaution à prendre, évidemment, comme l'a dit très bien le personnel de l'hôpital. L'hôpital est performant, il y a des cadres, il y a des médecins, tout est prêt ici à Mayotte pour faire face à quelque sorte de virus, quel qu'il soit. Donc maintenant, ils connaissent les procédures pour déceler d'éventuelles personnes infectées. Donc je ne pense pas qu'il y ait lieu d'être particulièrement inquiet, sinon on serait inquiet de tout. Demain, il va y avoir le Chungi qui va nous faire une éruption surprise. On va avoir un tsunami qui va submerger la petite terre. Tous les lieux d'inquiétude sont... Il y a lieu d'être inquiet, c'est une façon de vivre, je pense, d'être inquiet ou de ne pas l'être. Donc je ne pense pas qu'il faut s'en donner davantage de raisons d'être inquiet plus qu'il n'en faut.
On l'a vu pourtant lors du retour des Hadj, il y a quand même eu des mesures, des précautions en fait, qui ont été prises au niveau sanitaire. Est-ce que là aussi, ça ne montre pas quand même qu'il faut quand même faire attention ? Effectivement, à ce moment-là, on peut être inquiet sur la santé de personnes en général âgées qui font ce pèlerinage et dans des conditions hygiéniques parfois pas vraiment réglementaires. Jack, c'est ici que s'achève la première partie des rendez-vous de l'info. Je vous propose de nous retrouver juste après la pub. Nous sommes de retour dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info. Je suis toujours avec mon invité, Jack Pass. Jack, nous sommes toujours au même endroit. Il pleut toujours, nous sommes toujours à l'abri, au même endroit, au comité du tourisme. Et on va continuer à parler de l'actualité à Mayotte. Je vous propose, Jack, de découvrir ce sujet, en fait, celui des vendeurs à la sauvette à Mamoudzou, qui ne cessent de se faire pourchasser, on va dire, par la police. Et je vous laisse découvrir l'analyse qu'en a fait Camargue dans le Faux Journal. Allez, on enchaîne avec les vendeurs à la sauvette. Il y a eu du vent. Exactement, pendant qu'on baptise ce marché couvert, Zaki Amadi, eux de l'autre côté, ils n'ont rien entendu, hein, les vendeurs à la sauvette. Donc là, police M et police N se sont rassemblés pour lutter mais jusqu'à quand ? Les mecs, ils se croisent ensemble tous les midis. Ouais. Policiers municipaux, policiers nationaux, ils vont tous manger des brochettes ensemble. En même temps, le mec, pendant qu'il mange des brochettes, il lui propose des petits mocassins. Donc, tu crois que le mec, il va le courir, il va le courser jusqu'à quand ? Ces mecs, ils se connaissent. Le directeur de la BFC, même pendant qu'il passe sur ses escaliers, les connaissent. Maintenant, ils se connaissent. Ça va, François ? Aujourd'hui, tu as quoi ? Ah, des strings. Hein. Des strings qui viennent directement du Brésil. Ouais, couleur Brésil. Donc, madame va s'intéresser ou pas ? Donc, du coup... Tout le monde les connaît, ces vendeurs à la sauvette. Oui. Donc apparemment maintenant ils vont mettre un petit abri pour les policiers municipaux avec leurs jumelles. Et dis-moi, c'est pas Chamassi qui est en train d'acheter une veste c'est un vendeur à la sauvette. Ouais, si c'est lui, c'est Chamassi là. Il croit qu'ils sont dans le décor parce qu'il est black. Ouais. Avec sa veste Adidas. On t'a reconnu. Ça va. Arrête. Vous l'aurez remarqué, c'est l'analyse de Camargue dans ce Faux Journal avec cette petite note d'humour dans cette émission. Jack, en fait, l'histoire de ces vendeurs à la sauvette, ça fait un moment que ça dure et on le voit, la police à chaque fois revient sur ses pas pour pouvoir les déloger, les faire partir de là, du marché. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je crois que c'est un problème qui n'est pas prêt de cesser. Lorsqu'on va éliminer une frange de vendeurs à la sauvette, elle sera immédiatement remplacée par une autre. C'est un problème épineux, effectivement. Et je ne vois pas vraiment de solution, puisque, à mon avis, il y a un réel problème par rapport à des commerçants qui sont dans la légalité, qui payent une patente, par rapport à d'autres qui vendent des broutilles sans légalité, sans le droit de le faire. Donc il y a vraiment un problème. Le fait de leur courir après, à mon avis, c'est une course sans fin. Et on le voit en fait chez la population, ça crée des réactions également mitigées, puisque certains sont d'accord justement pour que ces gens partent, et d'autres disent au contraire, au moins ils sont là, ils vendent des choses, on ne les retrouve pas en train de cambrioler, en train de faire des choses illégales. Donc d'un côté comme de l'autre, on a l'impression que on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, effectivement. Oui, d'un côté, ces gens-là sont indésirables parce qu'ils exercent un commerce illicite. Et d'autre part, on pourrait se féliciter presque de dire ils sont là, ils ne vont pas casser une maison pour prendre ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est un pis-aller quand même. Il y a peut-être une autre façon de trouver une solution pour recaser ces gens-là. Et là, on le voit, la police va s'installer donc avec un Algeco sur la place. Donc, est-ce que vous pensez que ça va suffire ? Je ne pense pas que ça suffira. Ça va déplacer le problème. Exactement. S'ils ne seront peut-être plus à cet endroit-là, ils iront ailleurs.
à Mayotte, on pousse le problème dans le caniveau, il va aller un peu plus loin, quoi. Donc il faudrait avoir une réflexion un peu plus approfondie pour pouvoir... Je pense qu'une réflexion plus approfondie, mais c'est quand même très, très compliqué à résoudre. Je vous propose maintenant, Jack, de passer à ce sujet en fait, qui a fait polémique. En fait, c'était mercredi matin dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc les membres de la CAPAM étaient réunis pour préparer la session délibératoire qui était prévue l'après-midi même au Conseil général. Mais justement, contre toute attente, le président Mouslim Payet a annulé la session sous prétexte que 4 personnes parmi celles attendues n'étaient pas présentes, étaient hors du territoire, ce qui a suscité la colère des personnes présentes. Je vous laisse regarder ce reportage de Shakil Youssouf et de Leslie Vimné. En réunion ce matin dans les locaux de la CCI, les membres de la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ont convoqué la presse pour exprimer leur mécontentement face à la décision de leur président Mouslim Payet d'annuler par téléphone la session qui aurait dû fixer les membres sur le sort de la Chambre. Un sort qui est incertain depuis 2 ans et qui le reste aujourd'hui. Les élus, les 23 élus n'ont pas eu une lettre officielle en leur disant que la session est annulée. Nous, on se représentera aujourd'hui à 14h. On sera à 14h aujourd'hui à cette session et à partir de là, on prendra les décisions qu'il faut, on en discutera et on prendra les décisions qu'il faut. Et quitte à fermer aujourd'hui la Chambre et qu'elle ne fonctionne plus, parce que là aujourd'hui elle ne fonctionne plus, vaut mieux mettre des tringles et puis une fois pour toutes, et au moins que l'État puisse aujourd'hui prendre des décisions. Mais jusqu'à aujourd'hui, on traîne, ça fait 2 ans que la Chambre traîne. Il y a plein d'enjeux au niveau européen, au niveau national, et qu'aujourd'hui, ce mec nous amène toujours un bateau. Une situation qui excède tous les chefs d'entreprise et qui remet en cause encore une fois la légitimité de Mouslim Payet à la tête de la CAPAM. Le règlement intérieur de la Chambre interdit l'annulation d'une session de cette manière. Le président n'a donc pas respecté les règles. Il y a une règle, et cette règle doit s'appliquer. Alors c'est quoi la règle ? La règle, c'est qu'il y a une réunion de bureau qui doit être animée par le président. Le président est sur le territoire. Le président est là, il doit être présent avec ses membres de bureau. Ensuite, il y a une session à 14h. Il est encore sur le territoire à 14h. Alors, quand il est sur le territoire à 14h, c'est simple. Il n'a pas à dire dans la journée « j'annule comme ça, d'un coup de main », sans venir auprès des gens qu'il a conviés, notamment moi par exemple, qu'il a convié à 14h pour siéger à cette session. Il n'a pas à dire d'un seul coup, par coup de téléphone ou par personne interpellée, non, je ne viens pas. Parce que la session, elle va avoir lieu. Alors, il devrait l'animer. On devrait compter le nombre de personnes qui soient présentes. Quorum y a-t-il atteint? Quorum y a-t-il pas atteint? Est-ce que la session est reconduite? Est-ce que la session quorum atteint se fait? Ce qui est sûr, c'est que les membres de la CAPAM sont aujourd'hui suffisamment remontés et espèrent vite mettre fin à cette situation qui continue de faire des dégâts. Affaire à suivre. Des membres de la CAPAM remontés à bloc, on le voit, et qui pointent du doigt leur président. Jack. Oui, je vois. Effectivement, la marmite bout. Et, moi, je n'ai pas de jugement de valeur à apporter sur... Dans toute organisation, dans toute institution, il y a des règles à respecter, effectivement. Maintenant, c'est de la cuisine interne au niveau de la Chambre. Maintenant, c'est pas à quiconque de l'extérieur à faire vouloir respecter le règlement ou pas. Soit ils appliquent le règlement et puis ils prennent les décisions qui en découlent, logiquement. Soit on continue à faire du bricolage, comme ça a été longtemps le cas. J'ai écouté Régis Alandor, j'ai écouté Dominique Marot, j'aurais tendance à appuyer leur façon de penser, je pense. Oui. Surtout que là, ils parlent des enjeux en fait avec l'Europe et tout ça à Mayotte, la départementalisation. C'est pas le moment en fait pour que ce genre de choses se produisent dans ce genre d'institution. Oui, je pense qu'effectivement, c'est pas le moment. Donc maintenant, s'ils pensent que leur président n'est pas à la hauteur de sa mission, il faut peut-être provoquer quelque chose d'extraordinaire et éventuellement changer le règlement, changer de président. C'est pas quelqu'un d'extérieur comme moi à vouloir modifier les règles. Je pense que ce sont des grandes personnes, des personnes adultes, et ils vont arriver à trouver une solution pour effectivement reprendre le char de l'Europe alors qu'il se présente maintenant. Oui. Ça vous est déjà arrivé, vous Jacques, d'être dans une situation comme celle-là où les règles n'étaient pas respectées dans une institution, peu importe laquelle, où ça vous a justement mis hors de vous?
Je n'ai pas souvenir, mais effectivement, je crois que je serais sorti de mes gants facilement. Lorsqu'il y a des règles à respecter, il faut le faire. C'est le principe de vie en société, quoi. Lorsqu'il y a un règlement, il faut s'y soumettre. Et puis, c'est simplement une discipline à adopter si l'on veut que les affaires tournent bien. On continue, Jacques, avec ce sujet qui a marqué également cette semaine, donc le début de semaine, avec la commémoration en fait de la mémoire de Zakia Madi, donc cette Mahoraise décédée en 1969. Et donc la plaque a été dévoilée ce lundi. Des animations ont été organisées sur le parvis du comité du tourisme, sur la place de la République. Je vous laisse découvrir ces images de Shakila Youssouf et de Fred Souleymana. La première martyre du combat des chatouilleuses est enfin reconnue 45 ans après sa mort. Les mots prononcés par les représentants des différentes administrations sont forts. Le préfet Seymour Morsi s'est exprimé sans texte et explique qu'il préfère laisser parler son cœur pour livrer des paroles spontanées. Une soirée de commémoration animée par les chants traditionnels. La soirée s'est terminée au cinéma Al Paggio avec la première représentation du spectacle dédié à Zakia Madi, écrit par Alain Kamal Martial, une cérémonie initiée par le Conseil général en collaboration avec la mairie de Mamoudzou et la préfecture. Le fait de reconnaître ceux qui se sont battus, qui ont lutté pour Mayotte d'aujourd'hui, malheureusement, on oublie assez vite. Et c'est très dommage. C'est pour cela que je considère qu'aujourd'hui, cette réhabilitation de Zakia Madi permettra, en tout cas je l'espère, à ce que, à partir de maintenant, l'ensemble des Mahorais puissent ajouter de la valeur, ou plutôt valoriser les actions menées par les citoyens de cette île. Tout simplement qu'au niveau de Mayotte, de la population de Mayotte tout entière, on a eu tendance effectivement à oublier un petit peu Madame Zakia Madi. Nous avons pensé qu'effectivement il fallait mettre fin à cette injustice et décorer la mémoire de Madame Zakia Madi comme il se doit. Ce matin, les Mahorais ont découvert que la plaque qui officialisait le nom du marché Zakia Madi avait déjà été décrochée. S'en est suivi un long débat pour enfin laisser exprimer leur mécontentement. Irisi kayastawi, irisi mana karsuzwa mana tinya jajapulo mana yoshtu ya tilomba ya he yakufanywa mba waida kuona ikondo ya jajakadzwa bansafe irisi waskayar jive amkamka jive bonaona mba ipulwa. Que le marché porte le nom de Zakia Madi ou pas, les vendeurs à la sauvette, eux, sont toujours là. La police continue à les déloger, concurrence déloyale oblige, mais les forces de l'ordre n'ont pas de répit puisque aussitôt chassés, les vendeurs reviennent. Mais au-delà de ces problèmes actuels, le combat des chatouilleuses mérite plus de reconnaissance dans l'histoire du 101e département. Une plaque posée lundi et qui a disparu mardi. Étonnant. Surprenant, pour le moins surprenant, parce que quand même Zakia, c'est une figure de l'histoire de Mayotte. C'est une figure, une martyre qui a laissé sa vie pour Mayotte. Personnellement, je suis comme beaucoup qui ne comprennent pas ce geste-là. Oui. Vous pensez que c'est un geste juste comme ça, quelqu'un qui a vu cette plaque et qui s'est dit bon bah je vais l'arracher, enfin je dis ça comme ça, ou alors vous pensez que derrière il y a des intentions plus marquées? Je ne pense pas qu'il y ait d'intention particulière, parce que ce serait particulièrement malveillant, malvenu. Je crois que c'est un acte plutôt gratuit, inconsidéré. Je pense c'est navrant en tout cas. Oui. Et on le voit, la population, en fait, en tout cas les personnes interrogées dans le reportage sont mécontentes. Elles manifestent leur mécontentement. Bien sûr, je crois que le personnage de Zakia est attaché à l'histoire de Mayotte et les Mahorais sont fiers de cette personne-là. Et ce geste-là est particulièrement déplacé, navrant, je trouve. Oui, c'est très dommage. Et surtout sur un lieu comme celui-là, le marché couvert de Mamoudzou, c'est quand même... Quand on arrive avec la barge, on tombe sur le marché, ça aurait été l'occasion justement pour que les gens puissent comprendre un petit peu cette partie de l'histoire de Mayotte. Oui, j'aimerais avoir un jour une explication. C'est le genre d'acte délibéré que j'avoue j'ai du mal à comprendre. Oui. J'espère que cette plaque sera restaurée un jour ou l'autre. On l'espère également. Jack, je vous propose maintenant de faire un peu de sport.
pas vous et moi, mais de regarder des mamies faire du sport. Donc en fait, c'était mardi au gymnase de Cavani. Donc l'association rurale Batin Djema de Mtsapere, en collaboration avec l'association SUHA, ont organisé une journée d'action sportive. Et là, les mamies étaient au rendez-vous. Je vous laisse regarder ces images de Shakila Youssouf et de Fred Souleymana. Dynamiques et motivées, les mamies de Mtsapere, Kanikeli et Chirongi ont décidé de se bouger, et ce malgré leurs difficultés à faire tous les exercices. L'importance, c'est de participer. Un événement intergénérationnel et interculturel qui a été un moment de rassemblement et de partage entre les participants. L'action est relayée par l'ARS, le réseau Rediabilang et le Conseil général, qui ont même mis à disposition des bus pour le déplacement des familles de Kanikeli et Chirongi. Les organisateurs se félicitent de cette journée sportive qui s'est déroulée dans la bonne humeur. On a nos mamies, les cocos, qui font du fitness tous les lundis avec SUA comme action sport. Donc on voulait sensibiliser mais aussi motiver toutes les autres associations du village communal, mais de Mayotte aussi, dans le cadre des échanges associatifs pour venir partager ce moment convivial ensemble. Le succès a été au rendez-vous car l'événement a rassemblé plus de 300 participants. À la fin des séances de fitness, des yop étaient distribués aux spectateurs. Cette action était l'occasion de rappeler aux Mahorais à quel point l'activité sportive est importante pour mener une vie saine et équilibrée. Des mamies, des cocos enchantées de faire du sport. Jack, votre réaction? Ah oui, ça, je trouve cette initiative formidable, effectivement. C'est vrai qu'à Mayotte, il y a pas ou très peu de gym volontaires destinés donc à ce genre de population. Des mamies, qui plus est, le sport féminin à Mayotte n'est pas encore assez développé à mon avis. Donc je m'aperçois que ça suscite beaucoup d'enthousiasme. On ne peut que s'en féliciter. Et vous, en tant que prof de sport, en fait, que vous avez été, comment vous voyez cela? Justement, en tant que prof de sport, je ne dirais pas le contraire. Le sport, c'est la santé, voilà. Forcément. C'est une très heureuse initiative. Cependant, j'apporterai quand même un petit bémol. J'invite tous les participants, toutes les participantes et évidemment les plus âgés aussi à aborder la spécialité avec prudence tout de même. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas fait de sport depuis longtemps, qui est en surpoids, comme on a pu le constater sur ces images-là, et c'est pas quelque chose qui peut se faire sans risque. Donc j'invite ces personnes, si elles n'ont pas fait, si elles ont eu une vie inactive pendant très longtemps, plutôt de consulter du personnel médical avant de se lancer dans l'aventure, ou tout au moins de s'y lancer très progressivement. Commencer doucement et après... Très progressivement, et si possible avec un suivi médical. Il y a, pour des personnes qui sont en surpoids, qui se mettent à bouger tout d'un coup, il risque d'avoir des problèmes cardiaques, il risque d'avoir des problèmes assez sérieux. Donc il faudrait préventivement, avant de se lancer dans l'aventure, de consulter un médecin ou un infirmier. Belle initiative, mais à faire avec... précaution. Avec un minimum de précaution. Oui. Jack, l'actualité maintenant va se tourner vers vous, la vôtre. En ce moment, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Jack Pass? On sait que vous êtes également l'organisateur du festival de l'image sous-marine. Vous êtes le créateur de la course de pneus, avec, j'ai cru comprendre, une participation aux Jeux Olympiques prochainement peut-être? Non? Non. Oh, voilà qu'on met le couvert. Non. Soyons sérieux. La participation de la course de pneus aux Jeux Olympiques, c'était un canular au 1er avril. Voilà. Autant que les choses soient claires pour tout le monde. D'ailleurs, c'était très bien fait. D'ailleurs, parce que beaucoup de gens ont retenu ça, en fait. Beaucoup de gens ont retenu donc ça. Là, on remet les choses au clair. Oui. Bon, mais c'était un canular qui a eu lieu à propos du 1er avril. Et c'était très bien fait. Ce
qui fait qu'il a été très crédible. On m'en a même fait le reproche d'ailleurs ensuite. Et beaucoup de gens attendaient la suite. Nous, on nous a posé la question. Oui, on m'en a fait même le reproche une fois, me dire pour une fois qu'on allait parler de Mayotte sur le plan international. Enfin, c'était assez drôle. C'était un 1er avril, quoi dire. La parenthèse est fermée. Oui. Et donc la course de pneus continue toujours. Vous êtes toujours autant impliqué, Jack? Alors, la course de pneus continue toujours. D'ailleurs, cette année, on a fait la 31e édition. 31, c'est pas rien. Et moi, je suis relativement impliqué parce que les subventions fonctionnent par le biais de mon association, mais je ne suis plus impliqué pratiquement dans l'organisation concrète de la course. J'ai délégué complètement à l'agence. On va dire. Oui, l'agence Angalia s'occupe très bien de la chose, en étroite collaboration avec la mairie de Mamoudzou. Et c'est quelque chose qui tourne très bien, toujours avec autant d'enthousiasme. D'ailleurs, on est obligé de participer, et là j'y participe aussi, à une réflexion sur l'évolution du règlement. D'accord. Et comment ça se passe en fait? On participe en individuel, en équipe? Il y a des catégories enfants, adultes, je ne sais pas, juste quelques mots pour qu'on comprenne un peu plus. Oui, je ne vais pas revenir sur la genèse du règlement. Il y a effectivement maintenant plusieurs courses. Il y a des petits qui passent sous la toise, moins d'1,45 m. Mais maintenant, les filles courent séparément. On fait une course séparée pour les filles. Et puis ensuite, les adultes courent par équipe de 5 contre la montre. Ça, c'est pas nouveau. Ce qu'il va y avoir de nouveau à l'avenir, c'est que maintenant, nous allons faire des sélections au niveau des villages en brousse. On a remarqué, ils se déplacent assez peu à Mamoudzou. La course de pneus en général concerne pratiquement que les gens qui habitent la localité. C'est un peu le problème à Mayotte. Mamoudzou, Dzaoudzi, Mtsapéré, un petit peu Passamenti, mais surtout Kaweni, bien sûr. Et donc la course va un peu se décentraliser. L'an dernier déjà, il y a eu des courses d'appel, on pourrait dire, de sélection au niveau de Bandrélé. Et ce sont des courses qui vont se dérouler maintenant dans les villages en brousse pour arriver à une sélection et arriver à la course finale qui se passera donc à Mamoudzou. Donc ça, c'est ce qui se passe côté terre et côté mer, alors avec le Festival de l'image sous-marine. Qu'en est-il? Voilà. Côté mer aussi, alors ça c'est une opération qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est le Festival de l'image sous-marine qui a fêté cette année la 20e édition, quand même, à Mamoudzou. Avec vous, les projets durent, hein? Oui, mais j'y tiens. Quand quelque chose me tient à cœur, je tiens à ce que ça se passe et que ça se passe bien. Oui. Là, je suis rentré du Festival mondial de l'image sous-marine de Marseille qui était début novembre, donc c'est très récent. Et le comité de tourisme également représentait Mayotte. Et donc nous étions à 2 sur le stand, comité du tourisme et moi-même, qui était à titre individuel aussi, puisque je représente Mayotte aussi avec grand plaisir. Et à titre individuel, dans la mesure où je présente mes peintures marines au Festival mondial de l'image sous-marine. Donc avec de belles images, j'imagine, vu le lagon qu'on a ici à Mayotte. Hein. Oui, on a quelques images. Michel Ahmed du comité du tourisme m'accompagnait là-bas et on a eu le plaisir de recevoir beaucoup de monde sur notre stand. Vous n'étiez pas un peu fier de vous dire vous représentez peut-être le plus beau lagon du monde, il y a quand même un peu de... Mais on est là pour ça, forcément. Donc on amène des images très valorisantes, avec des images superbes de clubs locaux comme Mayotte Découverte ou Safari, Blue Safari. Donc on a des images vraiment qui sont très présentables au plan international. Et c'est un peu un festival de ce genre-là qui est international, qui regroupe entre 30 et 40 nations cette année. C'est une fenêtre ouverte sur le monde de la plongée, le monde du tourisme. C'est très valorisant pour Mayotte. Merci beaucoup Jack pour toutes ces précisions et merci d'avoir accepté de nous recevoir ici au comité du tourisme. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro avec de nouvelles infos. Bonne soirée à vous sur KTV. Ani aza umwe
Saadati Mani Azda Umwe Akidama Allah Wakadama Umu Ala Nafus Walibanina Warabe Temps de parole à la radio et à la télévision, c'est le matin dans la matinale. Et puis temps de parole, c'est aussi à la télévision, le soir à 19h40 sur KTV, juste après le journal. Temps de parole, c'est quoi? Eh bien, c'est un temps de parole donné à tous ceux qui veulent prendre la parole. Tout le monde a droit à la parole sur Poésie. Temps de parole à 19h40, c'est forcément sur KTV.